Titre du livre numéro 2, LGDV, la guerre des vieux. Vidéo numéro 1. Quatrième de couverture, introduction, le contexte, le jour 0 et le jour 2. Auteur Ammar Belmostefawi. Image d'illustration Karen Gallego. Je tiens tout particulièrement à remercier Karen Gallego pour cette illustration. Vous trouverez les coordonnées de cette artiste illustratrice dans la description. Vous y trouverez également mes coordonnées. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Avertissement. Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels n'est ni fortuite ni volontaire. Vous avez peur de la mort? Lisez ce livre. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Martin Heidegger. Je m'appelle Netzach. Oui, je sais, ce n'est pas courant. Mes parents m'ont toujours dit que ce prénom signifiait éternité. D'après mes rapides recherches, ce petit nom veut dire victoire. L'un dans l'autre, j'ai 68 ans. Je ne suis pas malade. Je suis même en bonne santé. De par mon âge, je me rapproche tout de même plus de la mort éternelle que de l'éternité. Quant aux victoires, elles n'ont pas été nombreuses dans ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Oui, comme beaucoup, j'ai priorisé ma vie au niveau du travail, plutôt que de fonder une famille. C'est pour cette raison que j'ai d'abord mis en avant le terme plan professionnel. Est-ce une erreur de ma part? Je ne peux réellement le savoir. Comme beaucoup d'hommes, j'ai des enfants, mais je suis séparé. J'ai donc eu des gosses, mais pas fondé de famille. Nous n'avons jamais tous été unis sous le même toit. La faute à qui? La faute à moi, à nous. Qui nous? Nous tous, le système. Aujourd'hui, j'ouvre les yeux pour la première fois. Je viens de fêter mon anniversaire. En fait, je ne l'ai pas célébré, je ne le fête pas. Ou plutôt, depuis l'âge de 60 ans, je ne l'arrose plus. Le président mondial vient d'annoncer une nouvelle loi. Jamais je n'aurais pensé que cette dernière passerait. Personne n'y a pensé un instant. Pour faire voter une loi, toujours la même méthode. La faire passer en période estivale, lorsque tout le monde est en congé, presque tout le monde. Quand je vous déclare ouvrir les yeux ce jour, je vous parle de l'avoir fait sur mon passé et surtout sur mon devenir. Pour le passé, je ne peux revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Pour ce qui est de mon futur, d'après les annonces télévisées faites par les présidents mondiaux et nationaux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Tout au moins 2 ans. Ce 5 août 2030 sera à jamais gravé dans ma tête, mais aussi dans celle de l'humanité tout entière. Cela n'est pas lié à ma date d'anniversaire, mais plus à cette loi qui a été votée. Celle d'euthanasier les personnes âgées dès l'âge de 70 ans. Je suis encore sur le coup de l'émotion. Je tremble. Pour la première fois de ma vie, j'ai la trouille. Je regarde mon reflet dans le miroir. Je me déteste. Je déteste ce que j'ai priorisé par le passé. Toutes ces années à courir après un but qui n'était pas un véritable objectif. Ce n'était pas le mien. Si seulement j'avais retiré mes œillères plus tôt. Comme je ne veux pas laisser les choses ainsi, j'ai pris la décision de laisser une trace de mon passage sur Terre. J'ai décidé d'écrire mes mémoires, mes 2 années me restant à vivre. Ces écrits seront sûrement plus éternels que moi. En plus de profiter de la vie, je suis résolu à me défendre. Je ne sais pas si la victoire sera au bout de ce chemin, mais j'ai décidé d'emprunter cette route, et cela sans hésitation. S'il faut y laisser la vie, je le ferai sans remords. Mais je vais me battre. Est-ce que ma destinée, ma vie prenne enfin un sens à ce jour? Je n'en sais rien. Mais il est hors de question de me laisser abattre sans combattre vaillamment. Le contexte. Vous l'avez compris, je suis né en France le 5 août 1962. Je suis un baby-boomer, ou plutôt, je suis devenu un baby-boomer né entre 1946 et 1964. À ce jour, il y a beaucoup de personnes dans ma situation sur le vieux continent et dans mon pays de naissance. Après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes entrés en période de guerre froide, de 1947 à 1991. Pour faire simple, elle dura jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe, 1989, se finalisant par la dislocation de l'URSS en décembre 1991. À cette même époque, entre 1946 et 1975, il y a eu les 30 Glorieuses. Outre la course aux armements entre les États-Unis et l'URSS, appelée la guerre des étoiles, nous sommes entrés dans une ère de forte croissance économique et d'amélioration des conditions de vie.
Cette période a surtout touché les pays développés, dont la France. C'est dans cet intervalle que nous sommes entrés dans la société de consommation, liée à une forte croissance industrielle. Hormis la reconstruction du pays après la guerre, la France est entrée en situation de plein emploi. Nous avons rattrapé notre retard par rapport aux États-Unis. Certains experts disaient que nous avions plus de 20 ans de retard en termes de développement. D'autres parlaient d'une période plus importante encore. En attendant, comme tout allait pour le mieux pour ces pays touchés par la croissance économique, le nombre de naissances a fortement progressé. La croissance démographique était présente. Je suis donc né à cette même époque. Le vieux continent est maintenant soumis au papy-boom. Le retour de manivelle si vous préférez. Les jeunes comme moi sont devenus vieux. Attention, quand j'utilise ce terme, cela n'est pas péjoratif. Je me respecte et j'estime les gens de ma génération. Je sais que certains vont me dire que le papy-boom est considéré avoir eu lieu entre 2006 et 2025. Sauf que dans la majeure partie des pays développés, cette période a perduré et ils estiment qu'elle va durer jusqu'à 2035, voire plus. C'est ce qui aurait poussé les gouvernements à décider de nous exécuter. C'est du moins l'excuse qu'ils ont trouvée pour nous tuer. Lorsque j'étais enfant, mon père, dénommé Harris, militaire de carrière, me racontait avec dureté la réalité de la guerre et donc ce qu'il se passait sur les champs de bataille. Ces histoires révélées par mes ancêtres étaient une sorte de transmission orale de génération en génération. Objectif, ne pas oublier. Mon père insistait toujours sur le fait que les livres d'histoire étaient incomplets et que rien ne vaut le transfert de connaissances via la communication verbale. Je faisais le dur, je l'écoutais émerveillé avec avidité, même si mes nuits étaient ensuite remplies de cauchemars. Fort heureusement, ma mère était tout le contraire de mon père. Elle me contait des fables plus douces. C'étaient des histoires, des contes mettant en scène des animaux. Cela provoquait chez moi plus des rêves. Ma mère s'appelait Helena. Elle était professeure des écoles, une littéraire. Bien plus tard, j'ai compris que ces histoires qui étaient censées me faire rapidement dormir avaient un double sens et que ces animaux pouvaient s'apparenter à des humains. Ne me demandez pas ce que veulent dire les prénoms de mes parents. Ce qui est certain, c'est que d'un côté j'avais mon paternel qui m'avait élevé à la dure, comme un homme, et de l'autre côté, ma maman présente pour m'apporter de la douceur et du réconfort. Fils unique, je n'ai pas été à plaindre au niveau financier et pour mon éducation. Je me suis lancé sur les traces de mon père en exerçant également le métier de militaire de carrière. Tout cela pour vous dire que nos ancêtres parlaient de la Première Guerre mondiale comme la der des der, mais tel un cycle Kondratiev, la guerre a toujours été présente dans l'histoire de l'homme. Celle dont je vais vous parler concerne tout particulièrement les anciens comme moi. Ne croyez pas que ce cycle économique n'a rien à voir avec les conflits armés. Toute guerre est provoquée pour des raisons économiques. Le principal objectif est de s'emparer des richesses d'une population voisine, des pays jugés moins développés, tout en imposant une idéologie. C'est ce qui enrichit en partie un pays conquérant. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas fou. Je vous l'expliquerai plus tard. Je vais entrer dans le vif du sujet concernant cette loi. Tout a commencé par l'euthanasie des animaux. Cela va peut-être vous choquer, mais avant, les animaux étaient considérés par la loi comme étant des choses. Si vous ne me croyez pas, regardez un ancien code civil, article 1385. Depuis 2016, l'article 515-14 du code civil, l'animal domestique est doué de sensibilité, mais il est soumis au régime juridique des biens. En gros, et pour faire simple, votre chien ou chat sont doués de sensibilité, mais restent un objet aux yeux de la loi. Vous ne me croyez pas? Vérifiez par vous-même. Je ne vous parle pas des animaux sauvages ou des animaux propres à la consommation de l'homme. Je vous parle des animaux domestiques. Vous vous demandez où je veux en venir? Eh bien, même si l'animal est reconnu comme une chose, tout acte de cruauté commis à son encontre est sévèrement puni par la loi. Toutefois, qu'en est-il des personnes âgées, de 70 ans et plus, depuis cette loi du 5 août 2030? Jour 0, mon diagnostic. L'annonce s'est faite à 13 heures. Moi, qui étais sur le point de déjeuner, cela m'a coupé l'appétit. Comme à mon habitude, je venais de faire mon marché pour cuisiner moi-même. Difficile pour nous, les anciens, de trouver encore des fruits et légumes afin de manger équilibré.
La majeure partie des restaurants sont devenus des spécialistes de la restauration rapide. Quant aux grandes surfaces, elles ne vendent plus que des plats préparés et des objets de consommation. Ce 5 août, je ne devais pas manquer la vente en direct de producteurs afin d'acheter mes denrées pour la semaine. Ces lieux de rencontre avec les maraîchers étaient de moins en moins présents sur le territoire. C'était un lieu de retrouvailles avec des personnes de ma génération. J'allais souvent me fournir en fruits et légumes. Donc, en rentrant du marché, comme beaucoup, j'ai allumé la télévision afin d'avoir cette impression de ne pas manquer de compagnie dans mon habitation. Lorsque je prépare mes repas, j'ai toujours une oreille attentive pendant les informations télédiffusées. C'est à ce moment que j'ai entendu le président mondial prendre la parole en premier. Il était en majorité accompagné des présidents d'autres pays de la vieille Europe. Stupeur. Il y a encore 1 heure, nous nous moquions de cette loi sur la place de la liberté. Ce n'était pas le cas de quelques éternels pessimistes retraités. Ils répétaient sénilement que la loi E70 allait être votée et qu'il fallait anticiper cette horreur en montant au créneau. Comme à l'époque des Gilets jaunes en 2018, si ma mémoire ne me fait pas défaut, certains voulaient manifester leur mépris et leur mécontentement auprès des gouvernements nationaux. La méthode utilisée, des manifestations ou la signature de pétitions. Qu'est-ce que nous en avons ri? Moi le premier, je pensais que cette loi E70 n'était qu'une façon de lancer un débat afin de trouver des responsables autres que le gouvernement et ce système capitaliste à la dérive. Pour moi et pour beaucoup, c'était une façon de justifier la situation économique actuelle. Il est vrai que des personnes avaient déjà fait cas de jurisprudence pour l'euthanasie, mais ces personnes étaient pour la plupart malades ou dans un état végétatif. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Jamais je n'aurais pensé que cette loi serait passée car elle était complètement immorale. Ce qui m'aurait mis la puce à l'oreille, c'est la situation qui envisageait l'usage de la violence pour se faire entendre. À l'étranger, quand je suis intervenu pour le compte du gouvernement, sur le terrain, le conflit se réglait en partie par une communication violente. Pas d'empathie. Vous avez le droit de tuer, c'est la guerre. Bien évidemment, devant les journalistes, pour faire bonne figure, nous apportions des crayons de couleur et des cahiers aux orphelins de guerre. Mais la réalité était tout autre. Nous intervenions uniquement pour des raisons économiques et pour protéger des sites d'uranium, de pétrole, de diamants et de matières premières. Pas pour sauver la population d'une soi-disant menace. C'était nous le danger pour ces citoyens. C'est nous qui abattions les parents un peu trop rebelles. Nous étions, je cite, les sauveurs. Je n'ai pas pour habitude de raconter ce que j'ai fait ou vécu pendant ma carrière militaire. Aujourd'hui, la mort me rattrape. Je suis passé de soldat exécutant à retraité à exécuter. Jour 2. Le déni. Je suis resté bloqué 3 jours durant devant la télévision, la tête dans les mains, me balançant d'avant en arrière, tel un dingue enfermé dans un asile psychiatrique. Je n'ai pas décroché mon hyperphone, je ne voulais parler à personne. Je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles. Je n'ai pas arrêté de me répéter cette date. Le 5 août 2032, le 5 août 2032, le 5 août 2032. La date de ma mort. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'avais, je cite, le privilège de connaître la date de mon décès. Je vous assure que ça change la donne et votre perception de voir les choses. Mes pensées se sont brusquement stoppées par un coup de clé venant de ma porte d'entrée. C'était mon infirmière, Anteros. Elle venait pour me faire prendre mon traitement pour la thyroïde. Depuis un accident qui s'était produit sur un des 58 réacteurs nucléaires français, je devais prendre mon médicament hebdomadaire afin de soi-disant me préserver d'un éventuel cancer. Est-ce que cela valait encore la peine de faire de la prévention? Quoi qu'il en soit, je n'avais jamais pris ce traitement, feintant d'avaler ma pilule devant ce personnel de santé. Comme l'avait demandé notre président national à cette époque, nous devions laisser accès à nos soignantes en délivrant le double de nos clés à ces dernières. Mon infirmière était d'origine grecque. Elle était toujours à l'écoute. Elle ne comprenait pas trop le français, mais elle hochait tout le temps la tête quand je lui parlais.
Quand elle s'est introduite dans mon domicile, je me suis précipité vers elle afin de lui faire part de mon mécontentement par rapport à cette nouvelle loi. Elle me disait toujours « oui » quand je lui parlais. Cette fois-ci, elle n'a pas pris le temps et le soin de me regarder dans les yeux, sauf pour s'assurer que j'avais pris mon traitement. Paniquée, elle n'est pas restée longtemps prétextant être en retard sur son planning. Elle qui prenait au moins le temps de boire le café, en ma présence, semblait gênée par la situation. D'ici 2 ans, elle risquait d'avoir moins de patients. Peut-être qu'elle s'inquiétait de perdre son travail à terme. Étant donné que nous serions moins de papy-boomers d'ici 2 ans, cela n'allait pas arranger sa situation financière. Bon, certes, elle ne parlait jamais, mais elle avait au moins une oreille attentive. Anteros a claqué la porte de derrière elle, et je suis resté comme hébété, comme étourdi. Par réflexe, je me suis dirigé vers mon hyperphone. Amine, mon ami de longue date, avait tenté de me joindre. Je ne compte pas les nombreux appels et messages en tout genre. J'avais du mal à clairement lire ces messages écrits. Je devais le rejoindre au café du commerce cet après-midi. C'est ce que j'ai fait. J'ai craché mon médicament dans la poubelle et je me suis armé de courage afin de me préparer à sortir voir Amine. Je suis arrivé légèrement en retard. Avant de sortir, je devais manger un minimum, reprendre des forces et me remettre de ces 3 jours de dépression. Quand je l'ai aperçu au loin, il m'attendait immobile devant le café. Tel un enfant attendant le postier qui vient lui livrer un cadeau, il s'est précipité vers moi, mais pas avec le sourire. Il avait les yeux humides. Je ne suis pas très expressif, mais quand il m'a pris dans ses bras, j'ai fait de même. Je lui ai répété que tout va bien, qu'il ne devait pas s'inquiéter. Mais je crois que cela avait un effet contraire sur lui. Lui n'a pas arrêté de me dire qu'il avait 71 ans. Je lui ai proposé de nous installer dans ce qui ressemble plus à une cafétéria de maison de retraite qu'à un café. Nous avons bu une noisette ensemble. D'habitude, on se voit pour partager des expériences, draguer les nouvelles serveuses ou pour échanger sur l'information. Là, nous n'avons parlé que d'un sujet, la loi E70. Nous avons abordé dans tous les sens les discours des présidents nationaux et mondiaux. Nous avons imaginé qu'au moins le Conseil constitutionnel national se manifesterait pour déclarer cette loi irrecevable, inconstitutionnelle. La télévision du bar montrait bien quelques rares personnes manifester devant les bâtiments publics. Il ne semblait être qu'une poignée. Par contre, les sondages faisaient ressortir un retour plus que positif sur cette loi. Plus de 80% des sondés étaient pour la mise en application de cette législation sous les 2 ans, comme cela avait été annoncé par nos gouvernants. La machine à tuer était en marche. Rien ne semblait faire un retour en arrière sur cette décision. Paradoxalement, cette loi ne touchera pas les personnes de plus de 60 ans et de moins de 70 ans. Certainement, cela devait être un avantage pour les grands groupes pharmaceutiques. Ces générations sont des grands consommateurs de médicaments. À un moment, combattant devant l'écran, je me suis demandé si je ne rêvais pas. Comme impuissants, nous sommes restés devant les informations qui passaient en boucle la même affirmation. Nos jours sont comptés. C'est la fin de cette vidéo numéro 1 de ce livre 2. Pour vous, que peuvent faire Amine et Netzach contre cette loi E70 qui vise à euthanasier les personnes âgées dès l'âge de 70 ans? Que feriez-vous afin d'empêcher la mise en application de cette loi E70? Le prochain épisode, l'épisode 2, ira du jour 3, la rapide acceptation de la situation, au jour 5, du poil de la bête. Je profite de ce moment afin de dédier cet épisode 1 à Mélie Wally, coach en développement personnel. Elle se reconnaîtra. En attendant le prochain épisode, je vous remercie pour votre écoute et le partage de ce contenu avec vos proches. À bientôt!